C'est ici, dans la région de Lons-le-Saunier, que l'on a découvert le corps. Ou tout au moins ce qu'il en restait. Des vertèbres, quelques phalanges, une griffe, mystère. Dans l'enquête qui va suivre, il va être question donc de dents, de pattes et de chemin de fer. Pour la mener à bien, j'ai utilisé les voies classiques d'investigation. Interrogatoire des premiers témoins, autopsie, portrait robot, reconstitution, avis des psychiatres, rapport d'experts. Parlez-moi un peu de cette découverte. Donc en 1982, jeune chercheur de fossiles, je parcourais le quartier et suite à une heureuse erreur, je me suis trompé dans le site. J'ai atterri sur ce talus et un petit bout de roche noire est apparu. Après avoir vu des personnes compétentes qui m'ont indiqué que ça pouvait être un os de dinosaure, on a commencé à rechercher un petit peu plus profondément, à creuser dans ce talus. Et d'autres ossements sont apparus, beaucoup plus clairs. Donc on a trouvé des phalanges d'une taille importante, de la taille du poing. On a trouvé des griffes, on a trouvé des vertèbres de l'ordre de 10 à 15 cm de diamètre. Et donc on a commencé à se rendre compte de l'importance de la découverte. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché qui pouvait aider pour faire un chantier d'une telle importance. Alors, qu'en pense l'expert? Eh bien, il s'agit d'une découverte intéressante. Nous avons ici des vertèbres qui semblent indiquer un animal d'une certaine taille. La phalange, si on la compare par rapport à la phalange d'un être humain, indique un animal qui était au moins de la taille d'un bœuf. C'est la raison pour laquelle, en 1990, avec Jean-Michel Mazin de l'Université de Poitiers, nous avons ouvert une fouille systématique. Vous êtes jeune, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à des animaux aussi vieux? Écoutez, je pense que c'est une passion ne s'explique pas. Peut-être un intérêt un peu morbide pour les squelettes. Que savions-nous à ce moment-là? Nous savions que ces fossiles proviennent d'une couche qu'on appelle les marnes de Chalin, qui se situe juste en dessous, donc qui sont juste un peu plus anciennes, qu'une couche qu'on appelle repère, qui a 210 millions d'années et qui indique l'envahissement de l'Europe par la mer. C'est donc un animal qui vivait dans un milieu terrestre. Un animal d'une certaine taille et, de par la forme de ses vertèbres, très probablement un reptile. Et voilà, tous les ossements sont rassemblés. Mais ils sont loin d'être tous identifiés. Ils vont être ramenés vers le musée d'archéologie où on va pouvoir se livrer à de plus amples investigations. C'est la deuxième étape de notre enquête. Voilà. Le fossile arrive donc du terrain, du lieu de fouille. Alors bien sûr, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un os fossile, c'est relativement fragile. Et on est obligé de le protéger entre le moment où on va l'extraire de la roche sur le site pour le rapporter ici, au musée, où on va maintenant le préparer. Donc l'os repose au fond du plâtre. En fait, le plâtre a été retourné sur le terrain. Et maintenant, eh bien, on va enlever la roche qui protège cet os fossile pour voir à quel os nous avons affaire. Ici, en fait, on voit apparaître ce qui pourrait être un os peut-être de l'épaule, ce qu'on appelle une scapula. Donc on va vider complètement le plâtre et puis ça va nous permettre de découvrir cet os beaucoup mieux. C'est donc une scapula, ce qui correspondrait chez nous à une demi-omoplate. Cela commence à ressembler vraiment à des dinosaures. D'autres ossements qui ont été préparés à partir des fouilles de Lons-le-Saunier confirment effectivement que c'est un dinosaure. Nous avons ici une tête de fémur, les zones d'insertion pour les muscles, la tête articulaire qui vient en fait contre le bassin bien séparée du corps de l'os,
tout cela indique indéniablement que c'est un dinosaure. Alors, quel dinosaure? Eh bien, en fait, il y a eu des découvertes en 1862-1863 dans la région, et il nous faudrait peut-être maintenant comparer avec ces découvertes, nous dirons, plus anciennes. En poursuivant mon enquête, j'ai compulsé les archives et je me suis rendu compte que c'était en 1862 que l'on a découvert les premiers restes de la victime. À cette époque, on creusait la tranchée de chemin de fer entre Bourg et Besançon et les ouvriers qui travaillaient ont découvert une mystérieuse matière noire. Pensant que c'était du charbon, ils ont amené tout ça chez eux pour se chauffer et malheureusement, cette matière ne brûlait pas. Ils l'ont rejeté de dépit sur les déblais et un paléontologue qui passait par là s'est rendu compte qu'il s'agissait d'ossements. Il les a décrits sous le nom de Dimnodosaurus polynensis. Des découvertes comme celle-là, les ouvriers en ont effectué un petit peu partout tout le long de la ligne de chemin de fer. Et ce n'est que très récemment que l'on s'est rendu compte que tous ces ossements appartenaient en fait à une seule et même victime. Grâce à leur complémentarité, on est maintenant en mesure de reconstituer la silhouette de l'individu. Eh bien, les choses deviennent maintenant plus claires. Cet animal, c'est Plateosaurus, un prosauropode. C'est un animal qui fait environ 7 mètres de long, dont le nom signifie le grand lézard. Comme on l'a vu à partir des os qui ont été trouvés, c'est un animal qui a un cou assez allongé, une tête petite. Les pattes avant sont beaucoup plus courtes que les pattes arrière. Il se déplaçait probablement à 4 pattes lorsqu'il marchait, se déplaçait lentement, mais s'il avait besoin de s'enfuir, était probablement capable de courir uniquement sur ses pattes arrière pour aller plus vite. Vous pouvez également se redresser pour atteindre une végétation que l'on va dire de moyenne hauteur, de 3 mètres. La queue également est relativement longue. Les dents sont de petite taille. Elles indiquent un animal végétarien, mais elles sont incapables de broyer les végétaux. Chez certains cousins de Plateosaurus, qu'on a retrouvés en Afrique du Sud, au niveau de l'estomac, on va trouver de petits cailloux très usés. En fait, ces cailloux sont dans la poche d'une poche spécialisée de l'estomac, fonctionnent comme des meules et broient les végétaux. Les dents ne servent qu'à couper la feuille, elle est directement avalée et ensuite broyée et digérée au niveau de l'estomac. En fait, Plateosaurus est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de dinosaures qui sont beaucoup mieux connus. Les sauropodes, les animaux comme Diplodocus. Ces géants quadrupèdes avec un très long cou, une très longue queue qui pouvait atteindre 30 mètres de long et que l'on connaît dans tous les livres. Chez Plateosaurus, ces caractères sont bien sûr beaucoup moins développés, mais c'est quand même le plus ancien dinosaure de France. Alors pour ce qui est de la texture, elle reste du domaine de l'imaginaire en corrélation avec le travail scientifique qui est fait à ce sujet, mais grâce à cette silhouette, on va pouvoir passer à une mise en volume. L'enquête avance. Mais l'on ne connaîtra vraiment le fin mot de notre histoire que lorsqu'on saura quel milieu fréquentait le platéosaure. Ce que l'on sait, c'est que peu de temps avant lui, une mer peu profonde et très salée recouvrait alors les vastes plaines qui formaient cette région. En disparaissant, elle a laissé une importante couche de sel qui a été exploitée depuis la fin de la préhistoire.
Ainsi, ce n'est pas par hasard si un thermalisme extrêmement prisé s'est installé ici à Lons-le-Saunier et dans ses environs, en profitant des bienfaits de cette manne géologique. Mais tout ça, les bains d'eau salée, les douches glacées, à mon avis, le platéosaure en a vécu un. Platéosaurus vivait il y a 210 millions d'années. À cette époque, le monde est très différent du monde que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, tous les continents étaient regroupés en une seule masse continentale que l'on appelait la Pangée. Il n'y avait pas de calotte glaciaire au pôle. Le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Dans quel milieu évoluait Platéosaurus? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir retourner sur le terrain. Bien, nous voici donc à une trentaine de kilomètres du site où a été trouvé le platéosaure, avec un petit brouillard qui me rappelle un petit peu l'Angleterre où je travaille. Alors le problème, finalement, du site de Lons-le-Saunier, c'est qu'on avait trouvé le platéosaure et puis pas grand-chose d'autre. Ici, au contraire, on a un affleurement qui est beaucoup plus complet de cette même formation, les marnes de Chalin dans lesquelles ont été trouvés le dinosaure. Et ça va nous permettre de faire des analyses beaucoup plus fines tout le long de l'affleurement, en prélevant des échantillons dans chaque banc, et on va pouvoir avoir une bien meilleure idée du milieu dans lequel vivait cet animal. Alors, l'avantage, c'est que, en fait, quand on travaille sur des spores et des pollens, on n'a pas besoin de beaucoup de sédiments. Une poignée telle que celle-ci sera suffisante pour voir si oui ou non on a des spores ou des pollens. Alors maintenant, il va falloir trouver quelqu'un pour nous analyser ça. Eh bien, ces petites poignées qu'on va prendre tout le long ici, on va les envoyer à l'université de Strasbourg, on va les confier à un palynologue, Raymond Rocher. Alors, qu'est-ce que Raymond Rocher a trouvé? Eh bien, il a trouvé beaucoup de pollen. Deux grands types de pollen, on va dire. La grande majorité appartiennent à des plantes qu'on appelle des Caerulepidiacées. Un nom un petit peu compliqué. C'est de la famille des conifères, des sapins d'aujourd'hui, mais eux, ils vivaient dans des forêts, un petit peu tropicales, en bord de mer, ce qu'on appelle aujourd'hui des mangroves. Donc, ici, nous sommes sur une mangrove, on n'est pas loin d'un plan d'eau. Voilà qui éclaire quand même le quotidien de notre platéosaure. Et cet animal, il ne vivait pas tout seul, il y avait d'autres animaux qui vivaient autour de lui. Certains l'ont rencontré, l'ont côtoyé, l'ont croisé. Il est sûr qu'au moins l'un d'entre eux est le dernier à l'avoir vu vivant. Bien, cette couche ici, comme on le disait, apparaît très intéressante avec sa structure un petit peu sableuse. On peut espérer y trouver deux petites dents, deux petits fragments d'os. Par exemple, on y a trouvé cette dent qui appartient à un poisson à poumon, ce qu'on appelle un dipneust, des animaux qui existent encore, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. C'est donc notre premier indice des contemporains de Platéosaurus, un poisson qui devait faire environ 30-40 cm de long, qui était capable de respirer aussi bien dans l'eau que dans l'air. Maintenant, on peut également espérer trouver d'autres choses, peut-être plus petites, à l'intérieur du sédiment. Mais alors là, sur le terrain, à l'œil nu, ça va être très difficile de voir quelque chose. Ce que l'on va faire, on va prélever le plus possible de cette couche qui paraît intéressante, et puis on va retourner au laboratoire. Au laboratoire, on va trier sous une loupe binoculaire, voir ce qu'il y a d'intéressant. Et si il y a effectivement des petites dents, et bien là, il va falloir changer d'outil pour les étudier, et on va travailler cette fois-ci avec un microscope électronique. Nous voilà de retour au laboratoire. L'échantillon de marne que nous avons prélevé sur la carrière de Grozon, nous l'avons trié sous une loupe binoculaire, et nous avons trouvé deux petites dents. Ces petites dents, maintenant, nous allons les étudier. Pour cela, il faut utiliser un microscope électronique à balayage.
mais la dent telle qu'elle, elle ne va pas passer dans ce microscope électronique à balayage. Avant, il faut la rendre conductrice. Donc on va la recouvrir d'une très fine pellicule d'or. Et pour cela, nous allons simplement utiliser ce métalliseur. Donc, après métallisation des échantillons, ils sont placés sur ce porte-échantillon que l'on va introduire dans un sas dans lequel on fait le vide avant l'introduction dans la chambre du microscope. Donc une fois les échantillons dans la chambre, on allume le faisceau. Bien, alors là en fait, on va découvrir les animaux qui vivaient en même temps que le platéosaure, dans le même milieu. Donc là en fait, on va découvrir des dents isolées. Alors ici par exemple, on va avoir la dent d'un requin, qui apparaît un requin relativement primitif, ce qu'on appelle un hybodonte, avec des rides qui ornementent la dent, qui sont très bien développées, une forme assez massive. Ça ne se retrouve pas, ça, chez des requins actuels. On a également des dents de poisson, des écailles de poisson osseux, mais là il est beaucoup plus difficile d'en dire quelque chose à partir simplement de dents isolées ou d'écailles. Et puis on a un petit reptile également carnivore, probablement de la taille d'un varan actuel. Et bon, là encore, à partir simplement d'une dent, il est assez difficile de dire quelque chose. Mais bien sûr, le microscope électronique maintenant va nous permettre, outre d'avoir la forme de cette dent, eh bien d'analyser sa structure. Et on va se rapprocher, on va étudier en fait maintenant la structure de l'émail. Et cette structure de l'émail va nous permettre de savoir si effectivement, comme je le pense, nous avons ici un requin primitif, ce que l'on appelle un hybodonte. Effectivement, surprise, parce qu'on voit apparaître un émail qui est composé de fibres qui sont parallèles les unes aux autres. Or ça, c'est pas du tout une caractéristique de l'émail d'un requin primitif. C'est un requin qui est un requin de type moderne, qu'on appelle donc un néocélacien. Et ça, en fait, c'est le plus ancien requin néocélacien que l'on connaisse pour l'instant en France, qui vivait donc il y a 200 millions d'années, en même temps que le platéosaure. Il est également très intéressant parce que tout à l'heure, quand on a parlé de la flore, eh bien, on a vu qu'on était dans un milieu aquatique, qu'on était proche d'un plan d'eau. Bien maintenant, on peut dire que ce plan d'eau, c'était la mer. Les requins de type moderne sont des animaux marins. Donc on est sur une plage, près d'un estuaire, en fait, à la limite entre le domaine marin et le domaine terrestre sur lequel vivait le platéosaure. Je connais maintenant son nom, son aspect, son environnement, ses concitoyens. Un petit point d'ombre subsiste cependant pour le connaître tout à fait. Son comportement. On ne connaît pas très bien le comportement du platéosaure. On ne sait pas, par exemple, s'ils faisaient des nids pour élever leurs petits, comment leurs troupeaux étaient structurés, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient des troupeaux. Ils vivent en troupeau, probablement par souci de sécurité, et celui qui a été trouvé à Lons-le-Saunier a péri dans une rivière, peut-être en la traversant avec son troupeau, alors qu'ils étaient poursuivis par des prédateurs, et son cadavre a été charrié par cette rivière, et donc les ossements ont été retrouvés disloqués. Donc on ne sait pas vraiment grand-chose du comportement des platéosaures, à part ce besoin de sécurité, cette façon de vivre en troupeau ensemble. Et c'est assez paradoxal peut-être parce qu'ils faisaient figure de géants parmi la faune de leur époque. Avant de clore cette affaire, je dois examiner le dernier rapport de l'expert, qui dans ses conclusions résume la situation ainsi.
Eh bien, en conclusion, Plateosaurus, c'est le plus ancien dinosaure de France. Il est apparu en fait avec les tout premiers dinosaures et dans un monde qui est en complet changement. Comme on l'a vu, il n'y a pas seulement les dinosaures qui sont en train de se diversifier à cette époque, les requins également. Comme on l'a vu également, la mer ne va pas tarder à envahir l'Europe. Ce sera une bonne chose pour les requins. Pas tellement une bonne chose pour Plateosaurus. C'est un animal de grande taille, 7 mètres de long. Il a besoin de place pour vivre. Il va se retrouver sur une île de plus en plus petite. Simplement, il n'aura plus suffisamment de place, il va disparaître. Lui disparaît, mais les dinosaures, eux, seront encore bien là. Pour 160 millions d'années, ils vont régner sur le monde. Parmi les cousins très proches de Plateosaurus, on trouve les théropodes, les dinosaures carnivores. Et parmi les théropodes, on va voir apparaître un groupe qui est bien vivant de nos jours, les oiseaux. Si donc les platéosaures ont disparu, d'autres troupeaux, à plumes cette fois, qui sont en fait les descendants d'une branche cousine, animent désormais la campagne bressante. L'honneur est joliment sauf. Non agressifs eux aussi herbivores, ils font le bonheur des bipèdes de cette nouvelle terre. Un peu plus au nord, le plissement alpin qui a modelé le relief offre sur les flancs de ses côtes les conditions idéales pour une culture qui ne déparera pas à l'instant du festin, à condition toutefois de ne pas en abuser. Je ne sais pas si les employés du chemin de fer qui ont tracé vers 1860 la ligne Bourg-Besançon avaient le temps d'apprécier les beautés naturelles de ce pays. Toujours est-il qu'ils ont, par leurs innocentes découvertes, relié malgré eux l'histoire du Jura à la grande histoire du monde, et nous avons pris avec eux le train en marche. Et bien avant de nous quitter, comme d'habitude, quelques ouvrages. Tout d'abord, 2 ouvrages qui nous sont proposés par le musée d'archéologie de Lons-le-Saunier, Dinosaures et autres reptiles fossiles de France. Et puis bien sûr, la vedette, notre héros du jour, Plateosaurus et l'histoire des dinosaures. Chez Fleurus Enfant, dans la collection Imagia, je vous recommande Dinosaures et autres animaux disparus. Et puis aujourd'hui, vous le savez, nous sommes à l'heure du multimédia. Même si je suis sur une vieille Berlier de 1932, aujourd'hui l'ordinateur est roi, même dans le pilotage des trains. Je vous conseille donc le CD publié par les éditions Microsoft, Les Dinosaures. Et puis pour finir, Dominique Leglu et Catherine Ballaval viennent de proposer aux éditions Calman-Lévy un ouvrage intitulé Dinosaur Story, l'histoire des dinosaures. Cet ouvrage est préfacé par Philippe Taquet, le célèbre paléontologue. Bon, allez, moi je vous laisse. Au revoir Lancette. C'est de la famille des conifères, des sapins d'aujourd'hui, mais eux, ils vivaient dans des forêts, un petit peu tropicales, en bord de mer, ce qu'on appelle aujourd'hui des mangroves. Donc, ici, nous sommes sur une mangrove, on n'est pas loin d'un plan d'eau. Voilà qui éclaire quand même le quotidien de notre platéosaure. Et cet animal, il ne vivait pas tout seul, il y avait d'autres animaux qui vivaient autour de lui. Certains l'ont rencontré, l'ont côtoyé, l'ont croisé. Il est sûr qu'au moins l'un d'entre eux est le dernier à l'avoir vu vivant. Bien, cette couche ici, comme on le disait, apparaît très intéressante avec sa structure un petit peu sableuse. On peut espérer y trouver 2 petites dents, 2 petits fragments d'os. Par exemple, on y a trouvé cette dent qui appartient à
un poisson à poumon, ce qu'on appelle un dipneust, des animaux qui existent encore, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. C'est donc notre premier indice des contemporains de Plateosaurus, un poisson qui devait faire environ 30-40 cm de long, qui était capable de respirer aussi bien dans l'eau que dans l'air. Maintenant, on peut également espérer trouver d'autres choses, peut-être plus petites, à l'intérieur du sédiment. Mais alors là, sur le terrain, à l'œil nu, ça va être très difficile de voir quelque chose. Ce que l'on va faire, on va prélever le plus possible de cette couche qui paraît intéressante, et puis on va retourner au laboratoire. Au laboratoire, on va trier sous une loupe binoculaire, voir ce qu'il y a d'intéressant. Et si il y a effectivement des petites dents, et bien là, il va falloir changer d'outil pour les étudier, et on va travailler cette fois-ci avec un microscope électronique. Nous voilà de retour au laboratoire. L'échantillon de marne que nous avons prélevé sur la carrière de Grozon, nous l'avons trié sous une loupe binoculaire et nous avons trouvé deux petites dents. Ces petites dents, maintenant, nous allons les étudier. Pour cela, il faut utiliser un microscope électronique à balayage. Mais la dent telle qu'elle, elle ne va pas passer dans ce microscope électronique à balayage. Avant, il faut la rendre conductrice. Donc on va la recouvrir d'une très fine pellicule d'or. Et pour cela, nous allons simplement utiliser ce métalliseur. Donc, après métallisation des échantillons, ils sont placés sur ce porte-échantillon que l'on va introduire dans un sas dans lequel on fait le vide avant l'introduction dans la chambre du microscope électronique. Nous voilà de retour au laboratoire. L'échantillon de marne que nous avons prélevé sur la carrière de Grozon, nous l'avons trié sous une loupe binoculaire et nous avons trouvé deux petites dents. Ces petites dents, maintenant, nous allons les étudier. Pour cela, il faut utiliser un microscope électronique à balayage. Mais la dent telle qu'elle, elle ne va pas passer dans ce microscope électronique à balayage. Avant, il faut la rendre conductrice. Donc on va la recouvrir d'une très fine pellicule d'or. Et pour cela, nous allons simplement utiliser ce métalliseur. Donc, après métallisation des échantillons, ils sont placés sur ce porte-échantillon que l'on va introduire dans un sas dans lequel on fait le vide avant l'introduction dans la chambre du microscope. Donc une fois les échantillons dans la chambre, on allume le faisceau. Bien, alors là en fait, on va découvrir les animaux qui vivaient en même temps que le platéosaure, dans le même milieu. Donc là en fait, on va découvrir des dents isolées. Alors ici par exemple, on va avoir la dent d'un requin qui apparaît un requin relativement primitif, ce qu'on appelle un hybodonte, avec des rides qui ornementent la dent, qui sont très bien développées, une forme assez massive. Ça ne se retrouve pas, ça, chez des requins actuels. On a également des dents de poisson, des écailles de poisson osseux, mais là il est beaucoup plus difficile d'en dire quelque chose à partir simplement de dents isolées ou d'écailles. Et puis on a un petit reptile également carnivore, probablement de la taille d'un varan actuel. Et bon, là encore, à partir simplement d'une dent, il est assez difficile de dire quelque chose. Mais bien sûr, le microscope électronique maintenant va nous permettre, outre d'avoir la forme de cette dent, eh bien d'analyser sa structure. Et on va se rapprocher, on va étudier en fait maintenant la structure de l'émail. Et cette structure de l'émail va nous permettre de savoir si effectivement, comme je le pense, nous avons ici un requin primitif, ce que l'on appelle un hybodonte. Effectivement, surprise, parce qu'on voit apparaître un émail qui est composé de fibres qui sont parallèles les unes aux autres. Or ça, c'est pas du tout une caractéristique de l'émail d'un requin primitif. C'est un requin qui est un requin de type moderne, qu'on appelle donc un néocélacien. Et ça, en fait, c'est le plus ancien requin néocélacien que l'on connaisse pour l'instant en France, qui vivait donc il y a
l'enquête avance. Mais l'on ne connaîtra vraiment le fin mot de notre histoire que lorsqu'on saura quel milieu fréquentait le platéosaure. Ce que l'on sait, c'est que peu de temps avant lui, une mer peu profonde et très salée recouvrait alors les vastes plaines qui formaient cette région. En disparaissant, elle a laissé une importante couche de sel qui a été exploitée depuis la fin de la préhistoire. Ainsi, ce n'est pas par hasard si un thermalisme extrêmement prisé s'est installé ici à Lons-le-Saunier et dans ses environs, en profitant des bienfaits de cette manne géologique. Mais tout ça, les bains d'eau salée, les douches glacées, à mon avis, le platéosaure n'en a vécu un. Le Platéosaurus vivait il y a 210 millions d'années. À cette époque, le monde est très différent du monde que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, tous les continents étaient regroupés en une seule masse continentale que l'on appelait la Pangée. Il n'y avait pas de calotte glaciaire au pôle. Le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Dans quel milieu évoluait Platéosaurus? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir retourner sur le terrain. Bien, nous voici donc à une trentaine de kilomètres du site où a été trouvé le platéosaure, avec un petit brouillard qui me rappelle un petit peu l'Angleterre où je travaille. Alors le problème, finalement, du site de Lons-le-Saunier, c'est qu'on avait trouvé le platéosaure et puis pas grand-chose d'autre. Ici, au contraire, on a un affleurement qui est beaucoup plus complet de cette même formation, les marnes de Chalin dans lesquelles ont été trouvés le dinosaure. Et ça va nous permettre de faire des analyses beaucoup plus fines tout le long de l'affleurement, en prélevant des échantillons dans chaque banc, et on va pouvoir avoir une bien meilleure idée du milieu dans lequel vivait cet animal. Alors, l'avantage, c'est que, en fait, quand on travaille sur des spores et des pollens, on n'a pas besoin de beaucoup de sédiments. Une poignée telle que celle-ci sera suffisante pour voir si oui ou non on a des spores ou des pollens. Alors maintenant, il va falloir trouver quelqu'un pour nous analyser ça. Eh bien, ces petites poignées qu'on va prendre tout le long ici, on va les envoyer à l'université de Strasbourg, on va les confier à un palynologue. Le Platéosaurus vivait il y a 210 millions d'années. À cette époque, le monde est très différent du monde que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, tous les continents étaient regroupés en une seule masse continentale que l'on appelait la Pangée. Il n'y avait pas de calotte glaciaire au pôle. Le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Dans quel milieu évoluait Platéosaurus? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir retourner sur le terrain. Bien, nous voici donc à une trentaine de kilomètres du site où a été trouvé le platéosaure, avec un petit brouillard qui me rappelle un petit peu l'Angleterre où je travaille. Alors le problème, finalement, du site de Lons-le-Saunier, c'est qu'on avait trouvé le platéosaure et puis pas grand-chose d'autre. Ici, au contraire, on a un affleurement qui est beaucoup plus complet de cette même formation, les marnes de Chalin dans lesquelles ont été trouvés le dinosaure. Et ça va nous permettre de faire des analyses beaucoup plus fines tout le long de l'affleurement, en prélevant des échantillons dans chaque banc. Et on va pouvoir avoir une bien meilleure idée du milieu dans lequel vivait cet animal. Alors, l'avantage, c'est que, en fait, quand on travaille sur des spores et des pollens, on n'a pas besoin de beaucoup de sédiments. Une poignée telle que celle-ci sera suffisante pour voir si oui ou non on a des spores ou des pollens. Alors maintenant, il va falloir trouver quelqu'un pour nous analyser ça. Eh bien, ces petites poignées qu'on va prendre tout le long ici, on va les envoyer à l'université de Strasbourg, on va les confier à un palynologue, Raymond Rocher. Alors, qu'est-ce que Raymond Rocher a trouvé? Eh bien, il a trouvé beaucoup de pollen. Deux grands types de pollen, on va dire. La grande majorité appartiennent à des plantes qu'on appelle des Caerulepidiacées. Un nom un petit peu compliqué. C'est de la famille des conifères, des sapins d'aujourd'hui.
Mais eux, ils vivaient dans des forêts, un petit peu tropicales, en bord de mer, ce qu'on appelle aujourd'hui des mangroves. Donc, ici, nous sommes sur une mangrove, on n'est pas loin d'un plan d'eau. Voilà qui éclaire quand même le quotidien de notre platéosaure. Et cet animal, il ne vivait pas tout seul, il y avait d'autres animaux qui vivaient autour de lui. Certains l'ont rencontré, l'ont côtoyé, l'ont croisé. Il est sûr qu'au moins l'un d'entre eux est le dernier à l'avoir vu vivant. Bien, cette couche ici, comme on le disait, apparaît très intéressante avec sa structure un petit peu sableuse. Eh bien, en conclusion, Plateosaurus, c'est le plus ancien dinosaure de France. Il est apparu en fait avec les tout premiers dinosaures et dans un monde qui est en complet changement. Comme on l'a vu, il n'y a pas seulement les dinosaures qui sont en train de se diversifier à cette époque, les requins également. Comme on l'a vu également, la mer ne va pas tarder à envahir l'Europe. Ce sera une bonne chose pour les requins. Pas tellement une bonne chose pour Plateosaurus. C'est un animal de grande taille, 7 mètres de long. Il a besoin de place pour vivre. Il va se retrouver sur une île de plus en plus petite. Simplement, il n'aura plus suffisamment de place, il va disparaître. Lui disparaît, mais les dinosaures, eux, seront encore bien là. Pour 160 millions d'années, ils vont régner sur le monde. Parmi les cousins très proches de Plateosaurus, on trouve les théropodes, les dinosaures carnivores. Et parmi les théropodes, on va voir apparaître un groupe qui est bien vivant de nos jours, les oiseaux. Si donc les platéosaures ont disparu, d'autres troupeaux, à plumes cette fois, qui sont en fait les descendants d'une branche cousine, animent désormais la campagne bressante. L'honneur est joliment sauf. Non agressifs eux aussi herbivores, ils font le bonheur des bipèdes de cette nouvelle terre. Un peu plus au nord, le plissement alpin qui a modelé le relief offre sur les flancs de ses côtes les conditions idéales pour une culture qui ne déparera pas à l'instant du festin, à condition toutefois de ne pas en abuser. Je ne sais pas si les employés du chemin de fer qui ont tracé vers 1860 la ligne Bourg-Besançon avaient le temps d'apprécier les beautés naturelles de ce pays. Toujours est-il qu'ils ont, par leurs innocentes découvertes, relié malgré eux l'histoire du Jura à la grande histoire du monde, et nous avons pris avec eux le train en marche. Et bien avant de nous quitter, comme d'habitude, quelques ouvrages. Tout d'abord, 2 ouvrages qui nous sont proposés par le musée d'archéologie de Lons-le-Saunier, Dinosaures et autres reptiles fossiles de France. Et puis bien sûr, la vedette, notre héros du jour, Plateosaurus et l'histoire des dinosaures. Chez Fleurus Enfants, dans la collection Imagia, je vous recommande Dinosaures et autres animaux disparus. Et puis aujourd'hui, vous le savez, nous sommes à l'heure du multimédia. Même si je suis sur une vieille Berlier de 1932, aujourd'hui l'ordinateur est roi, même dans le pilotage des trains. Je vous conseille donc le CD publié par les éditions Microsoft, Les Dinosaures. D'autres. Ici, au contraire, on a un affleurement qui est beaucoup plus complet de cette même formation, les marnes de Chalin dans lesquelles ont été trouvés le dinosaure. Et ça va nous permettre de faire des analyses beaucoup plus fines tout le long de l'affleurement en prélevant des échantillons dans chaque banc. Et on va pouvoir avoir une bien meilleure idée du milieu dans lequel vivait cet animal. Alors, l'avantage, c'est que, en fait, quand on travaille sur des spores et des pollens, on n'a pas besoin de beaucoup de sédiments. Une poignée telle que celle-ci sera suffisante pour voir si oui ou non on a des spores ou des pollens. Alors maintenant, il va falloir trouver quelqu'un pour nous analyser ça. Eh bien, ces petites poignées qu'on va prendre tout le long ici, on va les envoyer à l'université de Strasbourg, on va les confier à un palynologue, Raymond Rocher. Alors, qu'est-ce que Raymond Rocher a trouvé? Eh bien, il a trouvé beaucoup de pollen. 2 grands types de pollen, on va dire. La grande majorité appartiennent à des plantes qu'on appelle des Chlorolepidacées.
un nom un petit peu compliqué. C'est de la famille des conifères, des sapins d'aujourd'hui. Mais eux, ils vivaient dans des forêts, un petit peu tropicales, en bord de mer, ce qu'on appelle aujourd'hui des mangroves. Donc, ici, nous sommes sur une mangrove. On n'est pas loin d'un plan d'eau. Voilà qui éclaire quand même le quotidien de notre platéosaure. Et cet animal, il ne vivait pas tout seul, il y avait d'autres animaux qui vivaient autour de lui. Certains l'ont rencontré, l'ont côtoyé, l'ont croisé. Il est sûr qu'au moins l'un d'entre eux est le dernier à l'avoir vu vivant. Bien, cette couche ici, comme on le disait, apparaît très intéressante avec sa structure un petit peu sableuse. On peut espérer y trouver deux petites dents, deux petits fragments d'os. Par exemple, on y a trouvé cette dent qui appartient à un poisson à poumon, ce qu'on appelle un dipneust, des animaux qui existent encore, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. C'est donc notre premier indice des contemporains de Plateosaurus, un poisson qui devait faire environ 30-40 cm de long, qui était capable de respirer aussi bien dans l'eau que dans l'air. Maintenant, on peut également espérer trouver d'autres choses, peut-être plus petites, à l'intérieur du sédiment. Mais alors là, sur le terrain, à l'œil nu, ça va être très difficile de voir quelque chose. Ce que l'on va faire, on va prélever le plus possible de cette couche qui paraît intéressante.